D'abord, merci à Françoise Graziani, à tous les amis corses, parce que je viens très souvent, vraiment volontiers en Corse. Et je pourrais dire que désormais, il y a un lien spécial entre l'Université de Pise et l'Université de Corte. Et j'imagine et j'espère en fait que cette fraternité méditerranéenne va encore s'enrichir. Oui. Alors là, on enchaîne donc sur la question de l'identité avec Valérie. Je vais vous surprendre avec donc une citation de Valérie qui dit, c'est un hommage à l'identité qui est mélange. Et Valérie dit, je suis une greffe italienne sur un tronc français. Voilà, c'est un homme méditerranéen, profondément méditerranéen. Et peut-être je donne une définition de l'italianité, alors, donnée par Valérie. Alors, l'italianité, simplicité de vie, familiarité, sensation des contes arabes, odeur concentrée, excusez-moi, j'ai SFR qui s'introduit, odeur concentrée, cuisine odorante, instant de paresse, mélange de roches, d'ardoises, de briques et de marbre. Mais il y a une autre, disons, dimension que Valérie ajoute, c'est lié à l'aspect auditif de l'Italie. Alors là, on apprécie cris d'enfants dans les rues, tintement de cloches, chacune avec sa musique, retentissement de voix, voix de contralto qui resteront toujours ancrées dans un champ de la mémoire. Et pour Valérie, c'est la voix de contralto italienne, c'est la voix de sa mère, qui lui dicte le cimetière marin. Bon, c'est un bel hommage à la Méditerranée. Bon, mais alors là, j'ai donné un titre à Françoise, Valérie, lecteur de Dante, et je ne maintiens ma promesse, parce que pour comprendre comment Valérie a pu parler de Dante, je suis obligée de le placer dans son milieu, c'est le milieu symboliste, et donc obligée de parler de l'engouement dantesque en milieu symboliste. Alors, nombreuses, nous en avons longuement parlé, lu dans les journaux, nous avons écouté des conférences par Zoom, etc. Et donc, nous avons vu que nombreuses ont été et seront encore les initiatives promues en France et en Italie et ailleurs aussi pour célébrer le 7e centenaire de la mort de Dante. Je peux dire qu'en nombre, elle dépasse largement celle lancée pour honorer Léonard en 2019 à l'occasion du 5e centenaire de sa mort. Contrairement à ce que l'on fait d'habitude dans ce genre de manifestation, les opérations pour vénérer le sombre poète ont commencé en 2019 avec le propos de réactualiser la pensée dantesque dont l'œuvre continue d'être importante dans la culture mondiale. Le prix Nobel nigérien Wole Soyinka, la poétesse russe Olga Sedakova, l'écrivain français Yannick Yennel, l'écrivaine américaine Marilyn Robinson, l'écrivaine allemande Elena Janec, l'écrivain roumain Mircea Catarescu, et je m'arrête là, témoins à diverses latitudes des changements de notre époque, ont déclaré le besoin de Dante pour tenter de répondre à la création d'un nouvel humanisme. Viva Infernophilia, a crié avec sarcasme, il faut dire, Soyinka, évoquant la renaissance du topos de la catharsis dans l'ère postcoloniale, postcommuniste, postmoderne, pour connaître l'enfer sur terre que les hommes ont créé suivant l'illusion d'un progrès à l'infini. Pourquoi, je me demande, et je demande à vous tous, a-t-on besoin de Dante? Ou plutôt, pourquoi a-t-on toujours besoin de Dante? De quoi Dante est-il le nom? Est-ce un mythe dont la civilisation a besoin? Et à quelle heure ce besoin se manifeste-t-il, vu que des moments d'éclipse semblent s'être produits? Sans doute, la France est-elle un terrain intéressant pour expliquer l'extraordinaire vitalité de la renommée de l'auteur de la Divina Commedia, dont la fortune est assurée de la fin du XVe siècle, comme beaucoup d'études montrent.
d'importantes études centrées sur le XVIe et XVIIe siècle ont montré les aspects poétiques et politiques qui ont contribué à la diffusion de la comédie. Mais au XVIIIe siècle, c'est plutôt une sorte de déclin de Dante qui s'impose. Le XIXe, par contre, montre une véritable découverte, surtout parmi les romantiques. Mais si l'on veut vraiment étendre l'arc temporel pour voir une autre vision, avoir une autre vision encore du phénomène dantesque, c'est vers la fin du XIXe siècle qu'il est intéressant de porter le regard. C'est en particulier sur les symbolistes de deuxième génération qu'il convient, à mon avis, de se concentrer pour évaluer l'importance de la comédie, que la comédie a joué dans l'imaginaire d'une société qui se servit aussi des mythes littéraires pour forger son identité. Une question une génération, celle post-symboliste, fortement séduite, il faut le dire, par la représentation du royaume de mort que la tradition picturale de Botticelli à Ingres, à Delacroix, n'avait cessé de produire. Et cette génération a été fortement attirée par l'imagination teinte de merveilleux et de mystère qui jaillissait du texte, et surtout par la diffusion des luminaires, en fait, qui se manifestait à travers toutes sortes de revues, même à travers les revues de mode. Or, cet envoûtement était renforcé par la circulation de la peinture anglaise et de la culture anglaise. On n'entend pas beaucoup? Ok, excusez-moi. Alors, la circulation, je disais, en fait, de la culture anglaise a joué un rôle très important dans la diffusion de Dante en milieu symboliste. Et comme le dit Hippolyte Taine dans les notes sur l'Angleterre, en Angleterre, même les femmes lisaient Dante. Et dans ce jeu d'influence, où les peintres, bien sûr, ont joué un rôle fondamental, voilà, on les a déjà cités. Bon, là, ce sont plutôt les Français. Et là, on en arrive au Français à Gustave Doré. Et donc, les Français ont joué un rôle très, très important. Et je disais donc que parmi ces peintres anglais, un rôle important est surtout joué par Gabriel Rossetti, peintre et poète, grand estimateur de la littérature italienne médiévale et fondateur, comme chacun sait, du mouvement des pré-raphaélites. Or, à côté de la peinture, bien sûr, il y a aussi la littérature. Les grands maîtres des jeunes, donc de la génération post-symboliste, les avaient familiarisés à un certain héritage dantesque. De Baudelaire à Rimbaud, à Lautréamont, à Mallarmé, un grand nombre de renvois par citation, par renversement, par emphase ou par parodie aux bestiaires, aux lieux, aux personnages dantesques, les avaient initiés aux réélaborations des images de la comédie. Les chacals, les panthères, les serpents, les requins, le fourmillement de l'enfer, le Styx, les chemins abrupts et sauvages, les marécages désolés composaient la matière dissimulée que la littérature romantique et post-romantique n'avait pas craint d'explorer. Donc, le vice, la cruauté, les monstres hideux, les hommes à la tête laide et aux yeux terribles, composaient un réservoir de métaphores à tisser et à rétisser, laissés par ses grands maîtres en héritage aux plus jeunes. Des écrivains comme André Gide, Paul Valéry, Paul Claudel, Albert Moquel, André Lévy, André Doderay, Valérie Darbaud ont tous fait partie d'une génération qui a reçu ce legs des grands maîtres et a su le revigorer avec les suggestions du nouveau. Des revues comme l'Art, la Plume, l'Ermitage, la Revue Blanche, intéressées à l'union du verbal et du visuel, intéressées aux pages enrichies de gravures et d'eau forte en dialogue avec le texte, ont accompagné leur imagination
dans la phase initiale de leur formation. Vers la seconde moitié du XIXe siècle, beaucoup d'artistes avaient commencé à quitter le pinceau pour la pointe sèche, hein, et s'étaient mis au service de l'édition pour illustrer les textes. C'est évident que Gustave Doré, le plus prolifique, hein, est un modèle, un exemple. En 1868, comme chacun sait, la maison Hachette avait publié la Divine Comédie, embellie et illustrée avec les illustrations donc, de Doré et le texte en italien qui donc l'accompagnait. Un avertissement présentait Doré comme les seuls artistes ayant su mener à terme un travail que tant d'habiles artistes de le XVe siècle auraient voulu réaliser. Et son œuvre, un travail que tant d'artistes auraient voulu réaliser, son œuvre, la comédie illustrée, est présentée comme un poème unique, je cite, dont on offre au public deux interprétations. L'une sonore donnée par la restitution du texte original, l'autre visuelle, résultat de la verve d'un artiste, je cite, appliqué à transfigurer la conception du plus graphique de tous les poètes, anciens et modernes. La comédie illustrée a eu un impact formidable sur la génération des écrivains que j'ai cités et qui m'intéressent ici. Certains d'entre eux gardaient dans leur bibliothèque personnelle cette somptueuse édition. Et du reste, Pierre-Louis, André Lébé, Valérie Larbaud étaient des grands bibliophiles et des grands collectionneurs. Dante est un de ceux à qui je dois le plus, bien plus qu'à Shakespeare par exemple, et dont la voix m'a le plus directement appelé. Je l'ai beaucoup lu au meilleur temps de ma jeunesse, lentement, patiemment, diligemment, avec presque autant d'amour et de soin que l'Évangile, écrit Gide dans son journal. Et dans une note bibliographique, le nom de Dante apparaît parmi les lectures fondamentales à faire avec la Bible, Platon, Spinoza, Kant, Rabelais. Pour Pierre-Louis aussi, la découverte de Dante remonte aux années de jeunesse. Dante, Arouet, Goethe, Victor Hugo, Ronsard, serais-je comme vous idolâtré moi-même, écrit-il donc, évoquant ses idoles. Plus tard, lui se dira frappé par la force d'imagination de l'enfer et profondément ému face à la transposition de ce monde réalisé par Rodin dans La Porte de l'enfer. Je vous admire depuis que je vis pour la première fois vos fragments de La Porte. J'étais encore au lycée, écrit-il au sculpteur. Et à son frère Georges, lui, il écrit « Il, Rodin, m'a conduit dans le grand atelier que le tas lui a donné au dépôt des marbres, le seul assez haut pour contenir la porte de l'enfer, montée. Autour, une centaine de statues, marbre et plâtre, terminées ou non. Ce sont toutes les œuvres qui vont composer la porte. » Si pour Gide, Dante figure dans un programme de lecture à faire, pour Valérie, il apparaît dans une note parmi les lectures encore non faites. Quant à Valérie Larbaud, la Divine Comédie fut sa première lecture en italien. La Divine Comédie et l'ouvrage de Vasari furent le premier livre italien que j'achetai. Vers ma 18e année et le premier que je lus dans le texte. À partir de ce moment-là, je n'ai plus cessé de lire et d'acheter des livres italiens, même à l'étranger. Les classiques les plus connus dans la modeste mais commode édition Sonzogno entrèrent ainsi dans ma bibliothèque, et de même que l'édition de Dante d'Oxford. Je reviendrai sur cette édition plus tard. Claudel, de son côté, note que l'époque où il lisait Dante remonte à 1890 et coïncide avec celle où il accomplissait son travail de conversion. Tout un réseau d'échanges, de conseils donnés, reçus montre
qu'à partir de 1890, ces jeunes poètes connaissent Dante parfaitement. Il faut dire que tous ces écrivains ont une familiarité affective ou intellectuelle avec la langue de celui que T.S. Eliot appelle le maître. Gide commence tôt l'étude de l'italien et demande à Valérie des conseils. Valérie a acquis l'italien par sa mère. Lui était polyglotte. Valérie Larbaud avait de connaissances de l'Italie et de sa langue. L'italien deviendra même la langue de sa vie domestique. Et Dodoré, on le sait, sera un grand traducteur de la littérature italienne, de Dante et d'Annunzio en particulier. Et disons un opérateur culturel peut-être aussi. Et les traces de la lecture de Dante dans l'œuvre de ces écrivains sont nombreuses. Parfois, elles sont plus évidentes chez les uns que chez les autres. Mais ici, c'est pour faire hommage à la chaire pour Valérie et à la terre qui nous accueille, qui était aussi en partie la terre de Valérie, que je vais concentrer donc la deuxième partie de mon exposé. Comme je l'ai déjà dit, le nom de Dante apparaît assez tôt dans les notes de jeunesse de Valérie. Mais les traces les plus évidentes sont attestées autour de plus ou moins 1891, lorsqu'il envoie à Gide un poème, La Fileuse, inspiré du tableau de Gustave Courbet, La Fileuse endormie, conservé au musée Fabre à Montpellier. Valérie habitait Montpellier et visitait régulièrement donc le musée Fabre. Le poème est en tierce rime et il se compose de 9 tercets et un vers isolé en alexandrin. Gide reçoit donc le poème valérien, lui fait quelques remarques et en réponse lui envoie la chercheuse de poux de Rimbaud. Car la chercheuse de poux, elle aussi, est composée en tierce rime. Mais c'est moins la question, donc le thème de la chevelure, qui est au cœur de l'échange entre Valérie et Gide, c'est plutôt la question du choix formel. Plus tard, en 1932, dans une lettre à Giovanni Gentile, Valérie parlera avec grande précision de la force de ce maître. Le philosophe italien avait lancé une enquête sur la réception de la littérature italienne en Europe et Valérie avait répondu à côté de Bernard Shaw, de Valérie Larbaud, de Franz Werfel et d'autres. Et dans les pages qu'il remet à la revue chargée de la publication, c'était l'Educazione fascista, il parle de l'action d'une littérature et d'une pensée étrangère qui s'exerce par la lecture ou par les échanges oraux. Et il affirme qu'ils sont d'autant plus efficaces si l'on possède l'idiome original. La connaissance, affirme Valérie, est à distinguer de l'influence. Il arrive qu'une connaissance médiocre engendre des grands effets et au contraire qu'une érudition produise des résultats négligeables. Parmi les auteurs qui ont exercé sur lui une force capable, je cite, d'altérer durablement ma manière de voir les choses et de concevoir des dessins, Valérie cite surtout Léonard et en second lieu Dante. Si le premier a eu une importance fondamentale dans son aventure intellectuelle, le second, selon l'aveu de l'écrivain, du poète lui-même, a eu une influence particulière. Et alors, en quoi consiste-t-elle cette influence particulière? Valérie a toujours confessé que son esprit s'accordait davantage avec la langue italienne archaïque qu'avec celle des modernes. Et à propos du grand maître de l'italien archaïque, c'est-à-dire d'un italien qui contient encore le caractère vif des constructions primitives, primaires, originaires, il affirme que l'intérêt pour la forme de la divine comédie l'emporte sur le contenu. Pour la lecture de Dante, Valérie invoque l'absence d'érudition pour jouir pleinement de l'émotion sonore que procure le texte.
Et à cet égard, il déclare: ce qui a directement et fortement toujours excité mon admiration, c'est la forme incomparable de son langage et de ses vers. Cette construction infinie par tercets accuse une volonté absolue. Elle impose à la croissance du poème un caractère unique de nécessité et même de fatalité, dont je ne connais pas d'autres exemples. Pour le poète du cimetière marin, la force de l'expression, la rareté des figures, l'ampleur du dessin font de la comédie un monument, un édifice que rien n'égale. En 1936, faisant un bilan des recherches poétiques de l'époque symboliste, il ne manque pas de citer Dante et le système de la terza rima comme exemple de construction hardie. Pour bien comprendre en quoi consiste donc cette influence particulière exercée sur Valéry par le poète florentin, il faut comprendre précisément à quelle époque remonte la lecture approfondie de la comédie. Dans une lettre à Pierre-Louis, en 1917, Valéry écrit « Connais pas le Dante de Lamennais ». Cela ne signifie pas qu'à cette heure-là, il n'a pas encore lu la comédie, bien évidemment. Simplement, dans cette lettre, il aborde une question qui a affaire à la traduction et au traducteur. Une question qui suscitait beaucoup de débats à l'époque dans les milieux culturels, mondains, parisiens. C'était l'époque, en fait, des grandes traductions exemplaires, Les Mille et Nuits de Mardrus, la traduction des manuscrits de Léonard de Vinci par Charles Harrison-Moulin, etc. Or, 1917 est pour Valéry une date fondamentale pour son projet et son aventure littéraire et intellectuelle. C'est l'année de la publication de la Jeanne d'Arc et du retour à la poésie, à la scène, donc sur la scène publique, avec la reprise de quelques écrits de jeunesse, et en particulier donc Léonard. Donc, à ce moment-là, tout son intérêt est concentré sur Léonard. Difficile d'ailleurs, dans le contexte de ces années-là, de s'y soustraire, car si on épluche en fait la presse de l'époque, c'est incroyable la quantité d'attention qui est donc accordée aux célébrations du 4e centenaire de la mort de Léonard. Et là aussi, comme pour Dante plus tard, les célébrations commencent 3 années avant, en attendant la grande date. Déjà, donc en 1917, la presse s'occupe de Léonard, dont on célébrera donc le centenaire en 19. Pourquoi? Eh bien, quand on parcourt tous ces articles, je ne vais pas vous les citer, bien évidemment, il y a un élément fondamental que l'on retrouvera avec le battage, disons, de la presse pour les célébrations de Dante. On parle de gloire les plus hautes et les plus pures de la commune race latine, France et Italie. La France est fière de ce prodigieux savant, etc. Ou encore, l'Italie et la France organisent les grandes solennités, etc. Toujours ensemble autour de ce modèle de grandeur, d'homme, attention, européen ou latin. Le front donc de la fraternité latine, parce que la question est la fraternité latine, s'engage à nouveau et s'oriente, encore une fois, comme je disais, beaucoup à l'avance, vers l'autre grand, donc latin, Dante. À partir de 1919, par exemple, les célébrations sont presque tous les mois annoncées. La Croix du 11 octobre 1919 sort avec le titre de « Le Jubilé de Dante » pour informer donc avec beaucoup de temps à l'avance de toutes les activités. L'Action française, de la même année, en octobre, publie un article similaire pour informer qu'un comité d'initiative diffusera l'œuvre de Dante. Des opuscules, conférences, articles, projets sont déjà prévus et préparés. Une revue va paraître.
tous les Français s'uniront dans une même pensée d'hommage pour l'un des plus nobles génies qu'ait formé la race latine et la tradition catholique. Dans un autre article, toujours dans l'Action française, nous sommes en juin 1921, donc en pleine célébration, la politique, donc, l'action française consacre la rubrique la politique à l'entreprise, aux célébrations. Et l'initiative donc est définie une action civilisatrice contre l'influence barbare qui sévit pendant 50 ans contre les lettres et les arts de la vieille civilisation méditerranéenne. L'article se termine avec les mots de Barrès, saluant Dante comme une pierre de barrage sacrée contre le germanisme intellectuel. Dans cette atmosphère d'exaltation des amitiés latines à des fins politiques, Gallimard demande à Valéry de s'engager, de donner un texte, de publier, et demande à Valéry de publier en volume l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci. Voilà un symbole donc de la latinité. Et il ajoutera à cet article, donc à ce texte fondamental pour tous les spécialistes de Léonard, de 1895, il ajoutera un autre texte sous le thème sur la modalité de la variation typique de l'écriture valérienne, notes et digressions. Donc, trop sollicité sur le front Léonard, Valéry manque l'autre symbole, latin, Dante. Or, il faut dire qu'en 1917, le poète de la Jeune Vague est considéré dans les cercles littéraires et dans les revues le grand poète national. Et il faut dire que le fait qu'il n'ait rien à dire sur Dante surprend, et beaucoup même. Mais il faut dire que si sur les plans artistiques, trop pris qu'il est par Léonard, il n'a rien à dire sur Dante, n'est-ce pas? Sur le plan, disons, émotif, personnel, il dialogue beaucoup avec Dante. D'un côté, sur le plan de la création littéraire, c'est plutôt la traversée de l'enfer par l'Orphée virginien et ovidien qui l'intéresse, car, pris par une passion toute terrestre pour Catherine Pozzi, qu'il a rencontrée en 1920, il songe à un projet intitulé Eurydiké. Si le monde dantesque est évoqué, c'est plutôt dans les pages, disons, plus personnelles, plus autobiographiques, dans lesquelles il confesse la turbulence de la liaison avec Pozzi. Et il écrit par exemple « Je suis Nélympherme ». Et quand il s'adresse à la femme aimée, il l'appelle Bice ou Beatrice. Et pour parler d'amour comme passion, fusion, intimité mêlée, il élabore un projet, je cite, « Être les dentes de ces supplices mystérieux » pour analyser sur les véritables enfers qui sont à nous. Mais le projet est aussitôt abandonné, l'époque lui paraissant peu favorable à ce genre de spéculation. Notre temps n'est pas fait pour ces lectures. Il a l'auto et les danses. Que lui font les enfers? Les cahiers et la correspondance de ces années abondent en notations renvoyant à la Divine Comédie. Innocent ben ridir come ventrai, écrit-il, agide, exaspéré, dans un moment de détresse causé par l'amour. Les lettres échangées avec Catherine Pozzi, ainsi que les notes éparses dans les cahiers, montrent que Dante est épluché bien avant la rencontre avec la poétesse, et que c'est plutôt Paul, tel Paolo avec Francesca, qui suggère à son amante la lecture. Poussée par l'amour, Valéry dédie à son amante un poème intitulé « Béatrice ». Et après une réflexion sur le 20e chant du paradis, il lui avoue qu'il aurait voulu être et capable d'écrire quelque chose sur la comédie tout entière. Tout ce chant, c'est le chant 20e donc,
du paradis. Tout ce chant est d'une musique inouïe. Et le style même, le parti pris du style dans ce paradis est singulier, incomparable. J'en parlerai si un jour je parlais encore de quelque chose. On n'a trop rien dit de Dante, poète, chez nous. Une note de 1922, au caractère absolument autobiographique, résume en langage dantesque la rencontre, presque au seuil de la cinquantaine, avec Catherine. Beatrice, in mezzo del cammino, là, blasée des choses de l'esprit, trouve enfer et paradis. Mais qu'est-ce que les choses de l'esprit? Fille du célèbre et mondain chirurgien Samuel Pozzi, tout le monde connaît à travers le tableau de Sargent, Catherine possédait une magnifique édition de la Divine Comédie. C'est l'édition la plus rare et la plus recherchée du XVe, avec le commentaire le plus curieux. Cet exemplaire est un prince des livres. Le toucher est une richesse, écrit-elle à son amant. De quelle édition s'agit-il? C'est l'édition de 1472, la Folignane, ou bien c'est l'édition de 1491, la Commedia col commento di Cristoforo Landini. Les indications sont incertaines, les matériaux ne sont pas totalement accessibles et peut-être que cette édition a été vendue parce que Catherine hérite la bibliothèque de son père qui était un grand collectionneur, mais elle a été dispersée. Alors, il est bien probable que Valérie ait pris en main cette précieuse édition et qu'il ait lu le Téber avec Catherine, car les citations, pour le côté Catherine et pour le côté Valérie, en italien s'intensifient dans les années de leur fréquentation. Une page écaillée indique que la poésie du poète italien est importante au moment où la création poétique reprend, produisant le recueil Charme. Et je cite ce passage, Dante, Virgile, familiarité, ton de Dante, ton de soi à soi. Et en marge de cette note, il ajoute CM, c'est-à-dire cimetière marin. Est-ce d'une familiarité entre Dante et Virgile que Valérie parle, ou c'est plutôt de la familiarité qu'il a, lui, avec les deux poètes? Valérie traduira les bucoliques de Soulade dans le Paris occupé pendant la Deuxième Guerre. Il va traduire les bucoliques de Virgile. Et ce ton de soi à soi, quel rapport a-t-il avec le cimetière marin? Un passage de variété est éclairant à ce propos. Une figure rythmique, vide ou remplie de syllabes vaines me vint obséder quelque temps. J'observai que cette figure était décasyllabique et je me fis quelques réflexions sur ce type fort peu employé dans la poésie moderne. Entre les strophes, des contrastes et des correspondances devaient être instituées. Cette dernière condition exigea que le poème possible fût un monologue de moi. Le vers choisi de 10 syllabes a quelque rapport avec le vers dantesque. Fin de la citation de Valérie. La bibliothèque personnelle de Valérie contenait plusieurs exemplaires de la Divine Comédie. Un des plus importants était l'édition en italien de la Divina Commedia en 3 volumes, publiée à Oxford par Clarendon Press en 1902, la même édition que possédait Valérie Dardot. Le premier volume, l'Inferno, porte des traces de lecture très importantes, des signets, des pages cornées, des soulignements de mots, de vers, des strophes entières, ainsi que des traits marginaux indiquant que le premier cantique a été lu avec beaucoup d'attention. Quant à la lecture des autres volumes, elle n'a pas été moins importante, car ces volumes accompagnaient même Valérie pendant certains voyages et surtout dans les moments les plus orageux de sa liaison avec Catherine. Dans une lettre à Gide envoyée de Nice le 27 mars 1922, il parle justement de sa liaison en utilisant des vers du paradis. J'ai apporté ici un Dante. C'est bien beau le paradis, le paradiso, le nom en italien. Udir mi parve un mormorar di fiume,
che scende chiaro giù di pietra in pietra, mostrando l'ubertà del suo cacume. Tout ce chant est d'une musique inouïe, et le style même, le parti pris du style dans ce paradis est singulier et incomparable. Mais moi, je suis Néléfer. Ce sont presque les mêmes mots qu'il utilise dans la lettre à Gentile. L'édition d'Oxford n'est pas la seule édition présente dans la bibliothèque valérienne. En 1938, trouve une place dans les rayons La Divine Comédie en 3 volumes, L'Enfer, le Purgatoire, le Paradis, traduite par André Doderay. C'est Doderay donc qui envoie à Valérie l'exemplaire. Et avec la comédie, il lui envoie aussi Dante et son époque, avec une belle dédicace à Paul Valéry, un très grande amitié, un très profonde admiration, un souvenir de celui qui vient de s'endormir et dont le rêve demeure parmi nous. Et signé, donc, avril 1938, celui qui s'est endormi et qui demeure vivant parmi nous est D'Annunzio, qui était décédé le 1er mars 1938 à Riviera Gartone, où Valérie s'était rendue plusieurs fois. Et Valérie connaissait Doderay depuis 1919, l'intermédiaire était Pierre-Louis et D'Annunzio. Et cette relation s'était étendue à un personnage important, un personnage lié à la Corse, Carbuccia, qui était le traducteur de la Pioggia nel Pineto. Et il y a toute une correspondance entre Valérie et Doderay qui est conservée à la Bibliothèque nationale à Paris. Et Valérie était un lecteur singulier. Il lisait, on peut dire, à vol d'oiseau, à la recherche toujours de quelque nourriture pour sa pensée. Et surtout, il lisait partout, il lisait même chez des amis. Ça lui arrive, par exemple, chez une amie qui était Madame Anne Kellenek, qui était fille de Pierre de Colbuccia, bâtonnier de l'ordre des avocats de Bastia et vice-président du Conseil général de Corse, etc. Valérie donc se rendait chez Madame Kellenek, qui possédait l'édition de la Divine Comédie, de la Divina Commedia, publiée à Florence par Barbera en 1879. L'exemplaire appartenait à son père, portait l'ex-libris de Marcel Prévost, son cousin. En arrivant chez elle, Valérie se dirigeait vers la bibliothèque, sortait un des volumes du rayon et commençait à lire. Non seulement il lisait, mais il lui arrivait aussi d'annoter. Et c'est ainsi que, en correspondance des vers du vers 30 du premier chant de l'enfer, voilà, il donne la traduction. C'était l'heure où commence le matin et le soleil montait parmi ces étoiles qui fut avec lui, quand pour la première fois l'amour divin mue toutes ces choses belles. Toutes, il le met entre parenthèses parce qu'il doit encore mesurer la force musicale du vers. En 1920, je vais vers la conclusion, ne vous inquiétez pas. En écrivant un important essai sur la composition artistique, Valérie rappelle que l'artiste de la parole lutte contre une parole divine qui s'impose comme modèle. Il écrit « Les dieux gracieusement nous donnent pour rien tel premier vers, mais c'est à nous de façonner le second qui doit consonner avec l'autre et ne pas être indigne de son aîné surnaturel. » C'est l'époque de la composition du cimetière marin. Quels dieux ont pu donner le premier vers sur lequel le second est venu s'assembler? Les manuscrits du poème et les déclarations du poète nous disent que dans cette entreprise, Dante y est pour beaucoup. Je ne sais pas comment faire pour agrandir. Je n'y arrive pas. Bon, de toute manière, en haut, sur cette feuille, en fait, Valérie mesure, vous voyez, 10 égale 5 plus 5, ou bien 6 plus 5, 4, 6, 4, etc. Hein? Et il essaye donc de trouver les mesures pour construire son vers, et ensuite il commence avec ces vers qui sont donnés par des dieux. Donc Dante, dans cette création, compte et même pour beaucoup. Tout naît d'une figure sonore, obsessionnelle, qui s'impose entre la veille et le sommeil, et que la conscience reconduit à un modèle rythmique que la culture assimile, l'associant
un schéma possible de 10. Mais la mesure du décasyllabe, hein, donc ce vers peu utilisé dans la poésie française. Ce mythe, ce rythme, Valérie l'étend pour atteindre la puissance, la force de l'indécasyllabe dantesque. Donc du rythme naissent par agrégation les mots, les phrases, les allitérations, et toute la matière poétique, faite de sons et de sens, vient se disposer progressivement, mêlant dans la coque vide d'un rythme une matière ancienne venant d'une expérience sensorielle, véritable puissance motrice. Citation de Valérie. Liée à la mère de ses origines, cette mère qui est devant nous et qui s'orchestre dans les balbutiements du poème comme une idéale mer, océan sonore, chaleur tranquille et rumeur au soleil, qui se balance et fonde, volupté pleine de silence. Ce sont vraiment les premiers pas du cimetière marin qui deviendra autre chose, ce toit tranquille où marchent des colombes entre les pins palpites, entre les tombes, etc. Dans une lettre à Jean Paulhan, Valérie Larbaud affirme que l'essentiel de la biographie d'un écrivain consiste dans la liste des livres qu'il a lus. Et là, j'espère que la bibliothèque du plus méditerranéen des écrivains s'est enrichie grâce à la recherche inspirée par ce colloque de quelques pages qui attestent l'apport du plus visuel des écrivains. Je vous en remercie. Merci, chère madame, pour ce travail exemplaire. Exemplaire parce que c'était très difficile de trouver des traces de Dante chez Valérie. Il y avait au fond comme une sorte de barrière. Et vous avez soulevé, je ne connaissais pas ces voix pour entrer dans Valérie, et vous rendez un grand service aux Français eux-mêmes, qui se font une idée toute figée du cheminement de Dante chez Valérie. Alors, je crois que vous avez aussi été en mesure d'exposer la complexité des positions autour de Dante à la fin du siècle, puisque vous avez su aussi bien associer Gide de l'Action française, les poètes symbolistes qui étaient associés à Richard Wagner, parce qu'évidemment, il y a un écho wagnérien évident, la fameuse conversion de Claudel. Vous avez été au centre d'une véritable élaboration et ce qui m'a fait en plus particulièrement plaisir, c'est que je signalais ce matin qu'il était difficile de trop valoriser la musicalité du vers de l'époque symboliste pour comprendre la rotation vocalique chez Dante, et vous avez exprimé la même difficulté puisque précisément Valérie se vante d'être sensible à la musicalité du vers, dédaignant les choses qui étaient mues par le vers. Donc on est, grâce à votre exposé, exactement au cœur de l'effort qu'il faut faire pour comprendre le problème de la musique chez Dante. Donc vous nous apportez beaucoup d'éléments, vraiment j'y suis particulièrement sensible.